Le 3 juillet 2006, à Valence, en Espagne, la ligne 1 du métro devient le théâtre du plus grave accident de métro de l'histoire du pays. Une rame déraille dans une courbe, juste avant la station Jesús. Le bilan est effroyable, 43 morts, 47 blessés. La ville est sous le choc. L'enquête officielle conclut rapidement à une vitesse excessive. Le conducteur décédé dans l'accident est désigné comme seul responsable. L'affaire est classée. Mais pour les familles des victimes, cette explication est trop simple, trop rapide. C'est le début d'un combat de plus d'une décennie pour la vérité. Un combat qui révélera un scandale bien plus profond, mêlant défaillance technique, négligence et manipulation politique. Voici l'histoire de la tragédie oubliée du métro de Valence et de la lutte acharnée pour la justice. Nous sommes le 3 juillet 2006, un peu avant 13 heures. La rame UTA 3736 circule sur la ligne 1, la plus ancienne et la plus vétuste du réseau. À son bord, des dizaines de passagers se rendent à la rencontre annuelle du pape Benoît XVI. La rame sort de la station Plaza d'España et s'engage dans une courbe serrée menant à la station Jesús. La vitesse y est limitée à 40 km/h. Mais ce jour-là, le train aborde le virage à 80. L'inévitable se produit. Les deux wagons de tête se renversent, se disloquent, projetant les passagers dans un chaos de métal et de sang. Les secours, arrivés rapidement, découvrent une scène d'horreur. L'enquête s'oriente immédiatement vers une seule piste, l'erreur humaine. La vitesse excessive est un fait. Le conducteur, Joaquín Pils, 30 ans, est mort. Il ne peut plus se défendre. Pour le gouvernement régional de l'époque, présidé par Francisco Camps du Parti populaire, cette conclusion est providentielle. Elle écarte toute responsabilité politique ou technique. L'affaire est classée en moins d'un an, en 2007. Fin de l'histoire? Non. Début du combat. Les familles, regroupées au sein de l'association des victimes du métro du 3 juillet, refusent cette version. Elles sentent que quelque chose cloche. Pourquoi le conducteur aurait-il commis une telle erreur? N'y avait-il aucun système de sécurité pour empêcher ce drame? Chaque mois, le 3, elles se rassemblent sur la Plaza de la Virgen, en silence, pour que personne n'oublie. Leur persévérance va payer. Le premier indice d'une vérité plus complexe vient de l'intérieur même de Ferrocarril de la Generalitat Valenciana, la FGV, l'opérateur du métro. Des employés, sous couvert d'anonymat, commencent à parler. Ils décrivent un matériel roulant obsolète sur la ligne 1, des roues usées, des freins défaillants. Plus grave encore, ils révèlent qu'il n'existait aucun système de balise de freinage automatique sur cette portion de la ligne. Une technologie simple, peu coûteuse, qui aurait automatiquement ralenti le train avant la courbe fatale. Cette balise existait sur d'autres lignes plus modernes du réseau, mais pas ici, sur la ligne des pauvres, comme certains l'appelaient. Puis éclate un scandale qui va secouer l'opinion publique. En 2013, une émission de télévision révèle l'existence d'une stratégie de communication mise en place par le gouvernement régional juste après l'accident. Le but? Contrôler le récit médiatique et préparer les responsables de la FGV à répondre aux questions d'une commission d'enquête parlementaire. Cette stratégie a été conçue par une société de conseil, H&M Sanchis. Des documents internes fuitent, montrant comment les témoins ont été briefés pour répéter les mêmes éléments de langage. Vitesse excessive, erreur humaine, imprévisible. Le coût de cette opération de dissimulation, plus de 600 000 € d'argent public. Le scandale est immense. La version officielle commence à se fissurer sérieusement. L'enquête judiciaire est finalement rouverte en 2014. Et c'est là qu'un nouveau personnage clé entre en scène, Juan Cotino. À l'époque de l'accident, il était conseiller à l'agriculture, mais surtout un homme très influent du Parti populaire. Des témoignages de familles de victimes vont révéler son rôle trouble dans les jours qui ont suivi le drame. Plusieurs familles racontent avoir reçu sa visite personnelle. Cotino leur aurait offert des emplois, des logements, en échange de leur silence. Une tentative présumée d'acheter la paix sociale et d'étouffer les poursuites judiciaires. Ces révélations jettent une lumière crue sur les méthodes du pouvoir de l'époque, prêt à tout pour éviter que le scandale n'éclabousse le gouvernement et la visite imminente du pape. Le changement politique en 2015 dans la communauté valencienne accélère les choses. Le nouveau gouvernement ouvre les archives.
une nouvelle commission d'enquête parlementaire est créée. Cette fois, les témoignages sont libres, sans coaching. Les défaillances techniques sont admises. La mauvaise gestion de la FGV est exposée au grand jour. Le rapport final pointe 13 responsables politiques et techniques. Le procès pénal s'ouvre finalement en 2019, 13 ans après le drame. 8 anciens hauts responsables de la FGV sont sur le banc des accusés. Parmi eux, l'ancienne directrice, Marisa Gracia, et le directeur des opérations, Vicente Contreras. Le procès met en lumière une culture de la négligence. La sécurité n'était pas une priorité. Les avertissements sur les risques de la ligne 1 avaient été ignorés pour des raisons budgétaires. La formation des conducteurs était lacunaire, les simulateurs inexistants. En 2020, le verdict tombe. C'est une victoire historique pour les familles. 4 des 8 accusés sont condamnés pour 43 homicides par imprudence professionnelle grave et 37 délits de blessures. Vicente Contreras, directeur des opérations, Manuel Sansano, responsable des ateliers, Francisco Garcia, directeur adjoint de l'exploitation, et Luis Miguel Domingo, responsable de la sécurité dans la circulation, sont reconnus coupables. Ils sont condamnés à des peines de 22 mois de prison. La justice reconnaît enfin que la cause de l'accident n'était pas seulement la vitesse, mais une accumulation de négligence et un manque de mesures de sécurité qui rendait un tel drame probable. L'ancienne directrice, Marisa Gracia, est cependant acquittée. Le tribunal estimant qu'elle n'avait pas de connaissance directe des défaillances techniques. Quant à Juan Cotino, il était également mis en examen dans un autre volet de l'affaire pour avoir potentiellement suborné des témoins, mais il est décédé du Covid-19 en avril 2020, avant d'avoir pu être jugé pour ces faits. L'histoire de l'accident de métro de Valence est plus qu'un simple fait divers. C'est l'histoire d'une tragédie évitable, d'une injustice institutionnalisée et d'une manipulation politique. Mais c'est surtout l'histoire d'une lutte citoyenne exemplaire. Le courage et la détermination des familles, qui n'ont jamais baissé les bras, ont permis de faire éclater la vérité. Chaque 3 du mois, pendant près de 10 ans, leur silence sur la Plaza de la Virgène a parlé plus fort que tous les mensonges. Leur combat a changé l'Espagne, en montrant que même face à un pouvoir qui semble tout-puissant, la persévérance peut mener à la justice. Aujourd'hui, une balise de sécurité protège la courbe de la station Jésus. Une mesure simple qui aurait pu sauver 43 vies. Un rappel permanent du prix de la négligence et de l'importance de ne jamais oublier. Merci de nous avoir suivis. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager pour que la mémoire des victimes et le combat de leurs familles ne soient jamais oubliés. Abonnez-vous pour plus de documentaires et d'enquêtes.